Le gouvernement et les organisations de la société civile se concertent. Ils portent la réflexion sur les modalités du vote des réfugiés et des déplacés. Par cet exercice, le gouvernement souhaite recueillir des propositions. Les membres de la Commission Affaires sociales et santé du Conseil économique, social et culturel s'imprègnent des difficultés de l'usine Batexi. Ils étaient hier dans les locaux de cette unité industrielle qui est fortement impactée par les différentes crises qu'a connues le Mali. Deux membres du gouvernement porteurs de messages de soutien et de compassion des autorités de la transition au chevet des blessés du quart de la compagnie d'ici Transport victime d'une attaque d'engins explosifs. L'incident est survenu sur la route nationale 15 entre Badjangara et Sévaré. Plus d'une demi-heure d'informations pour vous et en continu. Bonsoir et bienvenue. Cadre de concertation nationale entre le gouvernement et les organisations de la société civile sur les modalités du vote des réfugiés et des déplacés. En initiant ce cadre d'échange, le gouvernement souhaite recueillir des propositions en vue d'apporter des solutions au vote de nos compatriotes réfugiés et déplacés. Les organisations de la société civile acquises à la cause nationale ont salué cette démarche inclusive du gouvernement. Le point avec Aridou Matina. L'un des défis majeurs dans l'agenda des autorités de la transition est l'organisation des élections crédibles et apaisées. Et cet important challenge doit nécessiter l'adhésion et la participation de tous les Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, même ceux qui ont quitté leur lieu d'origine à cause de la crise. Justement, concernant le sujet, il est déjà pris en compte et est largement analysé lors de cette concertation nationale entre le gouvernement et les organisations de la société civile. Au centre des échanges de ces prises en cadre, les modalités d'organisation du vote des réfugiés et des personnes déplacées internes. La tenue régulière de ce cadre de concertation prouve à suffisance la volonté de nos plus hautes autorités d'organiser des élections libres, transparentes et inclusives. Ces déplacés sont présentement dans des sites d'accueil ouverts dans le district de Bamako aux différentes régions comme Mopti, Tombouctou, Gao, Ségou, Ménaka et Kidal. Quant aux réfugiés, nous le savons, ils sont installés majoritairement dans des pays voisins comme le Burkina Faso, la Mauritanie et le Niger. Et si aucune solution n'est trouvée à cette situation, bon nombre de personnes déplacées et des réfugiés ne pourront accomplir leurs devoirs citoyens lors des scrutins décisifs à venir. C'est pourquoi le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation a souhaité organiser cette concertation avec les organisations de la société civile pour recueillir des propositions en vue d'apporter des solutions au vote de nos compatriotes déplacés et réfugiés. Il y va de l'inclusivité du processus électoral, si cher à nos plus hautes autorités, notamment à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Les organisations de la société civile se félicitent de la concertation et proposent par la même occasion quelques aspects visant à améliorer l'organisation du vote des réfugiés et des déplacés internes. C'est toujours une bonne chose qu'il y ait un cadre de concertation. Ça permet d'aplanir les choses. Donc, au niveau de la MDH, nous avons fait des propositions. Nous y adhérions, mais nous disons que nos propositions pourraient compléter. Par exemple, tenir compte de la descendance ou de l'ascendance du réfugié, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent dire qu'ils sont réfugiés. Si on ne cherche pas à savoir si c'est la réalité, on pourrait se retrouver avec des gens qui ne sont pas en état de voter. Donc on aurait souhaité que l'on puisse remonter jusqu'à la source pour voir si effectivement ce sont des réfugiés maliens. Les déplacés internes sont des personnes, sont des Maliens, donc important de les inclure dans le vote, quelque chose qui est fondamental, c'est un de leurs droits. Maintenant, la pratique, c'est ce qui est un peu difficile, parce qu'il faut passer à leur recensement. On va trouver qu'il y a beaucoup qui ont des problèmes d'état civil, des pièces d'identité et d'autres papiers indispensables pour aller au vote. Donc il faut s'y prendre à temps. La Forçat civile et beaucoup d'autres associations de la société civile avaient reçu une lettre pour faire des propositions dans ce sens-là. Des propositions pour comment on peut les aider à organiser ou à leur donner des idées pour organiser le vote des réfugiés à l'interne tout comme à l'extérieur. La Forçat civile a fait des propositions. Ces propositions ont été prises en compte certainement
Et nous sommes du cadre de concertation entretenu avec le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Ça prouve qu'ils sont déjà à l'écoute de la société civile. D'ores et déjà, les organisations de la société civile partagent plusieurs synthèses de propositions, à savoir le recensement des réfugiés et des déplacés internes, l'identification des sites de concentration et la création des bureaux de vote au niveau des différents sites. Les étudiants, recteurs, doyens et professeurs des 3 universités du Mali étaient face au ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Au centre des échanges, les axes du cadre stratégique de la refondation de l'État. C'est la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako qui a abrité la rencontre. Fademba Keïta. Face aux enseignants-chercheurs, aux étudiants et hommes des médias, le ministre de la Refondation précise que le cadre stratégique de la refondation de l'État et son plan d'action 2022-2031 mettent en exécution les 517 recommandations des ANR, Assises nationales de la refondation. Il s'agit d'expliquer aux Maliens ce que le gouvernement, sur la base de son engagement, a donné corps aux attentes du peuple, exprimé lors des assises, est en train de faire en termes de devoir de redevabilité par justement l'application des actions prioritaires complémentaires, mais aussi progressivement l'ensemble des 517 actions retenues au titre du cadre stratégique de la refondation de l'État. Ce volumineux document dont le visuel de la couverture traduit la symbolique de la vision de la refondation de l'État est bâti autour des 5 axes stratégiques. Il y a en premier lieu les questions de gouvernance et de réforme politique et institutionnelle. En second lieu, les questions de défense, de sécurité, de paix et de cohésion nationale. En troisième lieu, les questions de croissance économique et de développement durable. En quatrième point, les questions justement de capital humain, de genre et d'inclusion sociale. Et en dernier lieu, les questions de jeunesse, de sport, de culture, d'artisanat, mais aussi de construction citoyenne, de tourisme aussi. La présentation est édifiante. Cependant, des interrogations à savoir comment appliquer avec patriotisme le contenu du dit cadre et la place de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger dans la refondation ont été soulignés. L'État du Mali l'a signé. L'État du Mali doit continuer à assumer. Sauf que rien de l'accord ne doit appliquer s'il ne respecte les 4 principes que l'accord même énonce. 1. L'unicité du Mali. 2. La souveraineté du Mali. 3. L'intégrité du territoire national du Mali. Et 4. La forme républicaine et laïque de l'État du Mali. Tout ce qui viole ces principes ne pourra s'appliquer de l'accord. Ce sont les tests qui permettent d'encadrer le fonctionnement et des services et aussi de surveiller l'action des hommes qui sont chargés d'animer l'administration, la société civile et même les familles. Une large appropriation du contenu du cadre stratégique est l'exercice primordial auquel s'attelle le département de tutelle. Les membres de la Commission Affaires sociales et santé du Conseil économique, social et culturel ont visité hier l'usine Batexi. L'objectif de cette visite est de s'enquérir des difficultés que traverse actuellement cette unité industrielle. Cette usine qui a été fortement impactée par les différentes crises que le Mali a connues. Mamadou Fane. Des machines à l'arrêt, des ouvriers au chômage et une administration au ralenti, voilà la réalité de l'usine Batexi d'aujourd'hui. Mais tout cela ne serait qu'un triste souvenir dans les jours à venir. Au Mali, nous sommes l'un des premiers producteurs en Afrique même, mais on ne tente même pas 1%. Donc si on a une usine qui a investi plus de 4 milliards dans les nouveaux matériels que nous avions visités pour rendre performant le travail et de la qualité, si on soutenait une telle structure, ça peut pallier à beaucoup de difficultés par rapport à l'emploi, par rapport même à l'économie. Les responsables de l'usine Batexi, pour leur part, ont souhaité l'accompagnement des autorités pour permettre à l'usine de jouer son rôle dans la création des emplois. Nous avons investi beaucoup d'argent, environ 4 milliards, et on attend toujours, depuis de nombreux mois, voire une année, le contrat de performance qui nous permettrait d'avoir une décote sur le coton et pouvoir démarrer. Dès qu'on a le contrat de performance, dès qu'on a le décote, dans la demi-heure qui suit, on fait rentrer du coton. Dès qu'on a le coton, on démarre. En attendant, les responsables de l'usine espèrent le paiement des arriérés de factures dans le cadre du Covid-19.
Les travaux de la deuxième réunion du programme d'appui à la justice du Mali, PAJIM 2, ont commencé ce matin au département de la justice. Financés par l'Union européenne, d'importantes actions ont été réalisées au profit de certaines directions techniques du département de la justice. Adama Djimde. Les acteurs de la justice, les membres du comité de pilotage se réunissent pour la deuxième fois autour des actions du PAJIM, programme d'appui à la justice au Mali. Il s'agit pour eux de faire un point d'étape de l'avancement des activités tout en faisant le bilan des réalisations enregistrées. Ces réalisations ont été faites au profit de la Direction nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, de l'Institut national de formation judiciaire et de la cellule de planification statistique du secteur de la justice. Elles vont de l'acquisition en moins roulant en passant par la formation et l'installation des kits scolaires et autres équipements médicaux. À l'analyse de ce qui précède, on peut dire, sans risque de se tromper, que le PAJIM 2 a suffisamment apporté dans l'amélioration des conditions de détention dans les différents établissements, l'amélioration de la gestion des services pénitentiaires et le renforcement des capacités du personnel judiciaire et pénitentiaire. Le PAJIM 2 vise à renforcer l'état de droit et rétablir le lien de confiance entre le citoyen et la justice, un des motifs de soutien de l'Union européenne à ce programme. L'Union européenne est un partenaire de longue date du Mali et nous appuyons aux nombreux secteurs, justement toujours dans une logique de ramener la stabilité partout dans le pays. Et surtout, la justice est pour nous un véritable socle fondamental de ce que nous appelons la bonne gouvernance. Le PAJIM 2 a démarré en février 2020 et les différentes parties prenantes s'engagent pour une rallonge de 12 mois supplémentaires. En image, 6 hauts cadres de l'État ont prêté serment ce matin devant la Cour suprême du Mali. Il s'agit de 3 inspecteurs, dont un inspecteur en chef et de 3 vérificateurs. Les 3 inspecteurs sont mis à la disposition de l'inspection des domaines et des affaires foncières. Quant aux 3 vérificateurs, ils viennent renforcer les services du bureau du vérificateur général. Le procureur de la Cour suprême a rappelé aux 6 récipiendaires la délicatesse et les exigences des tâches à eux confiées. Les 6 nouveaux cadres ont promis de remplir avec honnêteté et compétence leurs fonctions qui sont désormais, les fonctions bien sûr qui sont désormais les leurs. Direction la région de Mopti pour parler de ce élan de solidarité du gouvernement. Le ministre en charge de la sécurité et celui en charge de l'action humanitaire viennent de rendre visite aux blessés du car de la compagnie DC Transport victimes d'une attaque d'engins explosifs sur la route nationale 15 entre Badjangara et Sévaré. Les 2 membres du gouvernement sont porteurs de messages de soutien et de compassion des autorités de la transition. Omar Maïga. Après l'attaque d'un bus de la compagnie DC Transport sur la route nationale 15 entre Tilé et Songo dans la commune rurale de Doukombo, dans la région de Banyangara, qui a fait des morts et des blessés et d'importants dégâts matériels, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre délégué en charge de l'action humanitaire et de la solidarité des déplacés et des réfugiés se sont rendus à l'hôpital Somino Dolo de Sévaré pour apporter les messages de soutien et de compassion des plus hautes autorités de la transition. Nous sommes là sur instruction du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui nous a chargé de venir ici, à Sévaré. Nous avons vu que le 13, nous avions malheureusement eu cet incident sur l'axe Banyangara-Sévaré, où il y a eu 14 morts et plus d'une quarantaine de blessés. Donc présenter nos condoléances aux familles et par la même occasion présenter aussi les prompts rétablissements aux blessés. Nous voyons que ça s'améliore, il y a déjà certains blessés qui sont rétablis, qui sont sortis. C'est l'occasion aussi de remercier le directeur général de l'hôpital et toute son équipe. Cet acte est un acte barbare, ignoble. Quand les forces du mal maintenant se résignent à attaquer les paisibles populations qui vaguaient à leur occupation quotidienne, c'est un signe de faiblesse. Et nous demandons à la population de continuer toujours à soutenir les forces de défense et de sécurité en termes de renseignement, parce qu'aujourd'hui, c'est avec le renseignement qu'on peut gagner en amont, qu'on peut anticiper certaines choses. Pour renforcer la détermination des forces armées et de sécurité à garantir la libre circulation des personnes et de leurs biens, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre délégué de l'action humanitaire ont rencontré le haut commandement de la 6e région militaire
au camp Amadoun Bokari Bari d'Ibalobo de Sévaré. Nous restons à l'intérieur du pays. Lancement à Ségou du programme de construction citoyenne et de diffusion culturelle intitulé Nyanadje Tama. Ce programme initié par le complexe culturel Blomba concerne 8 régions du Mali et touchera 3 millions de personnes. C'est le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Moza Agater, qui a procédé au lancement officiel des activités. Kandesila. Nyanadje Tama, cet espace porté par Wokloni, le complexe culturel Blomba, se veut un cadre de manifestation folklorique, mais surtout un espace citoyen de diffusion des messages relatifs à la construction citoyenne. Et c'est la région de Ségou qui constitue le top départ de l'initiative. 8 régions du Mali sont concernées pour cette première phase. Blomba, depuis une dizaine d'années, voire une quinzaine, s'est positionné comme un acteur majeur d'éducation à la citoyenneté. Chaque année, nous produisons des outils pédagogiques qui quand même sensibilisent à l'éducation à la citoyenneté. À travers ce programme, nous comptons sensibiliser 3 millions de personnes sur les questions de citoyenneté. Au total, 172 activités culturelles sont annoncées. Des activités relatives, entre autres, à des programmations culturelles, des débats citoyens et autres conférences thématiques pour porter des messages liés à l'éducation citoyenne. Cette heureuse initiative vise à amener l'ensemble des jeunes ici présents et tous ceux qui seront ciblés et touchés à comprendre la vision de la transition et à participer à l'édification du Mali nouveau tel qu'il idéalise et le portent les plus hautes autorités de la transition. Je tiens à féliciter, au nom du Premier ministre par intérim chef du gouvernement, le complexe culturel Blomba, initiateur de ce programme qui contribuera fortement à impulser le travail d'éducation à la citoyenneté en milieu jeune. Notons que cette initiative est soutenue par plusieurs partenaires, dont la Jeune Chambre internationale. Et le moins qu'on puisse dire est que le spectacle est garanti. Dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, le groupement des personnes handicapées de Ségou reçoit bien sûr des kits de vivres et de non-vivres. Cette donation s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Jacqueline Dacour. Ce sont 25 mototricycles pour handicapés, des kits composés de sacs de riz, de sucre, de pâtes alimentaires, de moustiquaires imprégnés, de fournitures scolaires et des bidons d'huile, entre autres, qui ont été offerts à 275 personnes handicapées de la région de Ségou. Nous sommes à Ségou dans le cadre de la 3e semaine du mois de la solidarité, semaine dédiée aux personnes vivant avec handicap. Un certain 7 juin 2021, un homme a prêté serment. Il a dit qu'il va donner les 2 tiers de son fonds de souveraineté pour les moins nantis. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain. On peut l'affirmer qu'il donne plus que ça. Mais alhamdoulilah, que Dieu nous aide à l'aider, à concrétiser sur le terrain ce serment qu'il a prêté. Servir au plus près les communautés et apporter des réponses adéquates aux besoins des couches les plus vulnérables, une dynamique enclenchée et exprimée par le président de la transition à travers cette donation. C'est une initiative que nous apprécions beaucoup. Cela nous prouve à suffisance que le président de la transition pense à tous les fils du pays. Je suis très content pour cette donation. Nous formulons des bénédictions pour lui et le pays. La solidarité n'a pas de frontières. Les œuvres sociales du président sont encore ici, comme pour nous indiquer la voie à suivre. Les œuvres sociales du président n'ont jamais perdu de vue les groupes sociaux vulnérables de la société, comprenant entre autres les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les veuves, les orphelins, les malades et autres vivant dans la précarité et le dénuement presque total. Ce geste de bon samaritain restera gravé dans la mémoire des bénéficiaires tant ces dons sont d'une utilité considérable.
La collecte et la commercialisation de l'or, le sujet était au centre d'une rencontre entre le président de la Chambre des mines du Mali et la douane malienne. Le but est de créer un climat favorable au travail entre les différents acteurs du secteur. Le point avec Fantama Magnantao. La présente réunion avec le président de la Chambre des mines du Mali et ses collègues comptoirs et collecteurs d'or vise à discuter de toutes les difficultés et autres contraintes qu'ils rencontrent tous les jours dans la circulation et dans la commercialisation de l'or. C'est une rencontre extrêmement importante qui va mettre chacun dans sa mission, dans son rôle, sous la supervision de la Chambre des mines du Mali. Au cours des échanges, la douane malienne a confirmé tout l'intérêt qu'elle accorde à l'activité de comptoir et de collecteur d'or. Nous demandons à la douane, qui est représentée aussi aujourd'hui dans cette réunion-là, de faciliter la libre circulation de nos gens qui sont avec l'or vers Bamako. Quand vous trouvez quelqu'un avec 10 kilos d'or sans document, ça veut dire quoi? C'est un peu complet, c'est suspect. Donc quand c'est suspect, nous ne laissons pas passer. Donc l'alternative ici, c'est d'avoir des documents. Et c'est ce que je les ai suggérés, qu'ils se réunissent, qu'ils trouvent les moyens, en tout cas de faire des documents qui permettent de faire les déplacements, que ce soit des factures ou bien des documents qui justifient de la provenance de l'or et où est-ce qu'ils vont aller vendre. Cette rencontre semble un début de solution aux préoccupations exprimées de part et d'autres autour de la problématique de la collecte et la circulation de l'or sur notre territoire. Clôture des assises de l'Association africaine des services d'emploi public en RDC. Notre pays assure la présidence de l'association. Les échanges ont porté sur le thème création d'une plateforme digitale dénommée Boulevard africain de l'intermédiation. Suivons ce commentaire de Mohamed Sankari. Au terme de cette session ordinaire du comité exécutif de l'Association africaine des services d'emploi public ayant regroupé à Kinshasa, en République démocratique du Congo, les experts venus de plus de 10 pays de la sous-région et au cours de laquelle 3 thématiques ont été traitées, dont la création d'une plateforme digitale Boulevard africain d'intermédiation, la création d'un centre africain de formation des conseillers d'emploi, la création d'un programme de développement et de promotion des emplois verts dans le but de trouver des solutions adaptées à l'évolution du marché d'emploi. L'Afrique renaît à travers ses talents, à travers ses services publics d'emploi, reconnaît, fait de l'introspection, reconnaît ses forces et faiblesses et transforme ses faiblesses en force. C'est ce qui nous a amené aujourd'hui à aller vers le boulevard africain d'intermédiation, qui sera un grand boulevard, comme son nom l'indique, d'interconnexion, de mise en relation des offres et demandes d'emploi, d'intermédiation, de placement, de reconversion, mais aussi d'insertion des différents profils existants dans les différents pays. Plusieurs résolutions ont été prises et il ne reste qu'aux pays membres de les appliquer. Les résolutions, c'est ce que nous allons soumettre à nos ministres, parce qu'il faut un portage gouvernemental de tous ces projets. Nous ne sommes que des exécutants et nous pouvons donner des idées, mais la décision se trouve entre les mains du gouvernement. C'est le directeur du cabinet du ministre des Emplois du pays d'accueil qui a clôturé ces assises. En prélude à la première édition de la journée mondiale dédiée aux autorités traditionnelles et coutumières, le Haut Conseil des autorités traditionnelles a initié une cadre de concertation en vue de mettre en place son bureau provisoire. La rencontre a été aussi mise à profit pour dresser une motion de remerciement au chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Aliou Abdoulaye Touré. C'est la rencontre préparatoire de la journée du 11 novembre prochain. Une journée qui a été instituée par le chef de l'État à travers un décret en date du 11 novembre 2021. Jeudi 11 novembre 2021, dans une grande solennité et sous le témoignage exclusif des invités officiels à son investiture, comme président de la transition chef de l'État, il a apposé sa signature sur le décret pour lequel il a dédié un jour en hommage aux autorités et légitimités traditionnelles, jour qui sera chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Les autorités traditionnelles plaident aussi pour l'érection de leur fêtière en une institution de la République. C'est ainsi que j'ai l'insigne honneur de demander solennellement et respectueusement au président de la transition chef de l'État de bien vouloir susciter, soutenir l'érection des autorités et légitimités traditionnelles en une institution de la République du Mali. Par ma voix
toutes les autorités traditionnelles et coutumières du Mali, dans leur ensemble, ont décidé souverainement et en toute responsabilité d'apporter leur soutien ferme et entier aux autorités de la transition. La rencontre devra aussi faire des recommandations pour davantage valoriser la fonction d'autorité traditionnelle et coutumière en République du Mali. Voilà une rencontre tenue en prélude à la première édition de la journée nationale dédiée aux autorités traditionnelles et coutumières. Les administrateurs de l'agence de promotion touristique du Mali en conclave pour cette 9e session de leur conseil d'administration. La mission est de promouvoir notre destination au plan national, sous-régional et international. Les travaux étaient présidés par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Alpha Meiga. La 9e session du conseil d'administration de l'agence de promotion touristique du Mali. Une régularité de session qui dénote du bon fonctionnement de la structure. Occasion de s'interroger de ce qui a été fait au cours des 6 mois écoulés. C'est articulé autour du développement du tourisme interne. Donc nous avons organisé des sessions de renforcement des capacités à l'intention des acteurs qui interviennent de façon directe ou indirecte dans le domaine du tourisme. Mais mieux, nous avons accentué nos efforts de communication à l'intention du public malien. Parce qu'aujourd'hui, nous travaillons à réduire la dépendance du tourisme malien aux flux récepteurs. Nonobstant les résultats probants obtenus, j'exhorte encore la direction générale et le personnel de l'agence à redoubler davantage les efforts, notamment pour développer et promouvoir une offre touristique compétitive et attractive. Aussi, les administrateurs vont examiner d'autres activités à mener dans la dynamique de promouvoir la destination touristique du Mali. En termes de perspective, déjà pour le 2e semestre 2022, nous avons travaillé à l'organisation de 2 activités majeures. Il s'agit de Bamako City Tour et également du voyage intégrateur. Nous entendons les capitaliser. Nos ambitions, c'est aujourd'hui de faire en sorte que nous puissions inverser la tendance. C'est faire en sorte que le nombre de résidents nationaux qui visitent les sites touristiques du Mali puisse dépasser le nombre de visiteurs internationaux sur les sites touristiques du Mali. Ces opérations inédites dans notre tourisme s'inscrivent en droite ligne de la nouvelle vision stratégique de mon département qui s'articule autour du développement durable et responsable du tourisme au Mali. Le tourisme, il faut le dire, est un des secteurs économiques les plus importants du pays. Il emploie 1 personne sur 10 et assure des moyens de subsistance à des centaines d'autres personnes. L'ONG Djikiasso Espoir pour les enfants et les femmes et le commissariat à la sécurité alimentaire ont porté une assistance alimentaire au centre d'accueil et de placement familial de Niamana. Le geste humanitaire qui s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité de lutte contre l'exclusion répond aux besoins de la pouponnière. Jules Sambou-Sissoko. Pour sa première donation au centre d'accueil et de placement familial ou pouponnière de Niamana, l'ONG Association Djikiasso Espoir pour les enfants et les femmes a remis des kits alimentaires. Je voudrais espérer que ce don de 200 kits composés de riz, de la farine, d'huile, du sucre, du sel contribuera certainement à améliorer le quotidien des enfants qui sont ici dans le centre d'accueil de placement familial. Nous avons pu réaliser cette belle initiative, cette belle activité grâce au partenariat solide que nous avons avec la pouponnière, mais surtout grâce au soutien combien immense du commissariat à la sécurité alimentaire. Les bénéficiaires ont salué les généreux donateurs pour ce geste humanitaire au profit des pensionnaires de la pouponnière. Je remercie l'ONG Djikiasso, le ministre commissaire à la sécurité alimentaire. Ce don va nous permettre d'améliorer les conditions de vie de nos enfants. Actuellement, la pouponnière compte 176 enfants. Et remercier encore une fois de plus le partenaire donateur, c'est-à-dire la République populaire de la Chine, d'intervenir auprès des orphelins, pouponnières, les populations déplacées suite aux attaques djihadistes dans le centre du pays
Cette donation de vivres entre dans le cadre du mois de la solidarité. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Sustain Sahel de l'Union européenne, l'Institut polytechnique rural de formation et de recherche appliquée de Katibougou vient d'organiser une journée paysanne. Au cours de cette journée, le projet a été présenté aux représentants des producteurs de 12 villages du cercle de Koulikoro et de 5 institutions nationales et internationales. Djemba Moussa Konate. Il s'agit au cours de cette journée paysanne en station de présenter aux producteurs le transfert de biomasse ligneuse, les expérimentations en agroforesterie et dans le cadre du changement climatique. En intégrant l'élevage à des systèmes de production dans lesquels les arbres fournissent divers produits et services, les impacts négatifs des systèmes traditionnels d'élevage sur l'environnement pourraient être minimisés, tout en optimisant leur contribution au rendement des cultures, à la restauration de la fertilité des sols et à la conservation des ressources naturelles. Après une présentation du projet Sustain Sahel de l'Union européenne, les producteurs ont eu droit à une visite guidée de 3 parcelles d'expérimentation. Il s'agit d'une parcelle d'étude sur le transfert de biomasse à partir des mondes de Gliricidia, Sepium ou Tourtoirini, de Guira sénégalensis ou Ngoudje et de Piliostigma reticulatum ou Nyama. Aussi, les effets de la densité des plantations de Federbia, Albida ou Balanzan, entre autres. C'est un arbre qu'on peut utiliser pour fertiliser nos sols, parce que cet arbre-là a une vitesse de croissance assez rapide et qu'on peut couper 3 fois dans l'année à l'âge adulte et enfuir dans le sol. Donc une fois enfui dans le sol, ça permet non seulement d'améliorer la fertilité du sol, ça libère des éléments nutritifs, maintenir l'humidité du sol, tout ça au profit de la plante. Aussi, on doit retenir le système Sahel qu'au Mali, nous sommes à peu près 5 institutions qui travaillent dedans. Les visiteurs du jour témoignent que ces technologies contribuent beaucoup à lutter contre les effets néfastes du changement climatique, à fertiliser le sol et à alimenter le bétail. J'ai beaucoup apprécié l'étude sur le transfert de biomasse, sous le cas du Gliricidia, Sepium ou Tourtoirini. Si tu l'enfouis dans le sol, ça fertilise le sol et ça permet de garder l'humidité dans les champs. C'est plus avantageux que l'engrais chimique. Cette rencontre de partage d'expériences se tient dans un contexte socio-économique marqué par la dégradation des ressources agro-silvo-pastorales dues aux effets néfastes du changement climatique. L'engagement des communautés frontalières du cercle d'Ansongo dans la gestion des frontières. La thématique était au centre d'un forum organisé à Gao par OIM Mali. Pendant 3 jours, les participants vont réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour améliorer la communication entre les populations frontalières du Mali et du Niger afin de pouvoir régler pacifiquement les conflits. Sambaré Aïdara. Ce forum initié par l'Organisation internationale pour les migrations OIM vise à renforcer la résilience des communautés frontalières à travers leur implication dans la gestion des frontières. À travers l'organisation de ce forum, les unités de gestion des frontières de l'OIM au Mali et au Niger visent à assister le gouvernement des pays hôtes dans le renforcement des capacités infrastructurelles, matérielles, administratives et opérationnelles, tout en renforçant la résilience des communautés frontalières. Les responsables présents à ce forum ont mis l'accent sur la bonne coopération entre l'OIM et les autorités maliennes. Au regard de la qualité des experts ici présents, des experts du Mali et du Niger, nos travaux déboucheront sur une stratégie cohérente pouvant amener nos 2 États à faire des zones frontalières un arbre de paix, de coexistence pacifique et d'entraide. Le programme de gestion des frontières initié par l'OIM est en parfaite harmonie avec les mandats institutionnels de prévention, de protection et d'assistance humanitaire du gouvernement du Mali à l'intention des populations vulnérables, notamment à la frontière et dans les zones frontalières. Notons que ce forum entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet sécurisation du corridor Labzanga-Congo-Kiré par la gestion des frontières et la coopération frontalière au Mali et au Niger. Il est financé par l'Allemagne et le Canada et exécuté par l'OIM.
2975 femmes des cercles de Sikasso et Kadiolo suivent des formations depuis hier jeudi. Ces formations en activité génératrice de revenus et en métier s'inscrivent dans le cadre de la deuxième phase du projet Suède. Les activités de ce sous-projet sont mises en œuvre à Sikasso par l'ONG AMAPEF. Mustafa Doumbia. Cette signature de convention engage 5 centres de Sikasso à former 2975 filles et femmes des cercles de Sikasso et Kadiolo. Des formations dans le cadre de l'appui à l'apprentissage et à l'autonomisation des filles et des femmes initiées par le projet Suède, autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Le projet est structuré autour de 3 composantes et l'une des stratégies de la sous-composante 1-2 est la conception et le financement des initiatives visant l'autonomisation des filles et des femmes, qui s'est traduit par la formulation de 3 sous-projets, dont celui visant l'appui à l'apprentissage et à l'autonomisation économique des femmes et des filles. Les activités du sous-projet autonomisation sont exécutées à Sikasso par l'ONG AMAPEF, Association malienne pour la promotion des entreprises féminines. Le financement est assuré par la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Les bénéficiaires seront formés en électricité, en plomberie, en coiffure et en restauration. Au nom de toutes les filles et femmes, nous nous engageons ici à suivre correctement ces formations dans les plus grands aspects de l'encadrement. Le projet autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel contribue et contribuera à la mise en œuvre de l'axe 2 du plan de travail du gouvernement de transition à travers la création d'emplois directs pour les filles et les femmes, la scolarisation et le maintien des filles à l'école. La formation s'étend sur 3 mois et les bénéficiaires ont été sélectionnés avec l'implication du Conseil régional, de la Direction régionale en charge de la femme et de la Direction régionale de l'emploi et de la formation professionnelle. Inauguration à Tombouctou d'un centre d'accueil pour les survivantes des violences basées sur le genre. Une réalisation du Fonds des Nations Unies pour les populations UNFPA avec ses partenaires. Hamoun Smaïla. Cette coupure de ruban marque ainsi l'ouverture officielle du centre d'accueil pour les victimes de violences basées sur le genre. Ce centre comprend 6 bureaux, dont un pour la gestion des cas, un autre pour les psychologues et d'autres salles pour la sécurité, la justice et une salle de jeu. Une réalisation rendue possible grâce au Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Je puis vous assurer de la disponibilité totale et entière de l'accompagnement sans faille des autorités municipales pour la réussite des résultats attendus. Et je suis convaincu que chaque citoyen fera de ça son affaire. Il est important de faire le référencement. Il est important que la population sache qu'il y a un lieu où, si on connaît quelqu'un qui est victime ou survivant d'une violence, peut aller en étant protégé pour avoir accès à ces soins sous un toit. Selon les rapports annuels 2001 du GVVIM, du sous-cluster VVG, de janvier à décembre 2021, 9540 cas de VVG ont été rapportés par les acteurs, contre 6605 cas rapportés à la même période en 2020. Cette augmentation pourrait s'expliquer par la recrudescence des attaques intercommunautaires dans les centres et le nord, avec comme corollaire la multiplication des viols collectifs, d'enlèvements, etc., mais également de la Covid. Une visite des locaux et un sketch sur la lutte contre les VBG ont été les moments forts de cette inauguration. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré un nouveau cas positif sur 244 tests réalisés, 4 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 223 patients sont sous traitement. Alors, suite au décès, Younous Touré, ancien Premier ministre, décédé le 17 octobre dernier, a été accompagné cet après-midi dans sa dernière demeure. C'était en présence du Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, quelques membres du gouvernement, anciens collaborateurs, familles politiques et biologiques. Reportage à Tamsir Djabaté.
Younousi Touré, l'homme au calme olympien, s'en est allé dans la dignité après avoir vécu 81 ans. Oui, la nation lui devait un hommage mérité au regard de sa posture d'homme politique, de son parcours professionnel remarquable, bref, de son sens élevé du patriotisme. L'humilité et la simplicité qui l'ont toujours incarné durant toute sa vie ont été ses derniers vœux. Pas de cérémonie officielle à ses obsèques. L'un de ses camarades de promotion en témoigne. J'avais le cœur sur la main, j'ai été opéré et quand je suis revenu de l'anesthésie, j'ai vu 2 personnes au pied de mon lit, ma femme et Younous. Il a voulu vivre discret, il a voulu agir discrètement. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour lui. Mais qu'à cela ne tienne, le Premier ministre par intérim et quelques membres du gouvernement, au nom du président de la transition, lui ont rendu un dernier hommage. Ils étaient également présents, anciens Premier ministres, anciens collaborateurs, diplomates et camarades politiques. Tous retiennent de l'homme un patriote dans l'âme. Je retiens de l'homme une grande humilité. Un amour pour le travail de grande qualité, la rigueur, le souci de la justice et de l'équité. Je ne me souviens pas d'une seule occasion où Younousi Touré a eu à élever le ton avec quelqu'un. Pourtant, il était très ferme. Je ne connais pas Dieu, il était très ferme, mais il n'élevait jamais le ton. Et c'est un grand patriote. C'est une pratique réelle, un grand homme, un homme d'une grande affabilité, très intelligent, qui connaissait bien notre pays et qui était très engagé pour notre pays. J'ai pu retenir de lui, en étant ministre dans son gouvernement, son sens très élevé de l'État, son sens élevé de la République et surtout son sens élevé du service du pays. Younousi Touré fut le premier ministre du président Alpha Oumar Kodari, directeur national de la BCAO, commissaire de l'UOMOA, président par intérim de l'Assemblée nationale, ce n'est pas tout. Il est également l'un des pères fondateurs de l'URD et le premier président du parti. Le Mali a perdu un grand patriote, un grand homme, un grand Africain, qui nous a tous marqués par sa simplicité, son humilité, sa compétence, sa posture digne en toutes circonstances. C'est un homme aussi de conviction. Des hommes comme lui sont rares. Younousi Touré est un grand travailleur. C'est un homme qui aime les hommes. Un homme qui est très généreux. Et un homme qui ne pose pas de problèmes, qui ne pose aucun problème à ses semblables. Il a fait le meilleur de lui-même en tant que grand commis de l'État et où il devait être encore mieux récompensé que ce qu'il a reçu comme récompense. Mais je retiens de lui surtout que c'était un bon camarade. Et je souhaite que Dieu l'accueille dans son paradis. Le commandeur de l'ordre national laisse derrière lui 5 enfants et une veuve inconsolable. Il repose désormais au cimetière de Sotiba. Dors en paix, le rassembleur, au vrai sens du terme. Et l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali présente ses condoléances à la famille de l'illustre disparu et à toute la nation malienne. Que son âme repose en paix, qu'Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, lui réserve une place de choix dans son paradis. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.